Il est venu le moment d'accorder la parole aux éditorialistes pour le compte de ce dimanche 22 juin 2025 sur ETélé pour le compte de votre émission. Dimanche, c'est politique. Nous allons encore décrypter ce qui fait l'actualité au Bénin cette semaine et nos invités sont déjà présents en ce studio ici avec nous, Moubarak Assombolo. Moubarak, je rappelle que c'est le directeur de publication du quotidien Le Meilleur. Moubarak, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de RTL. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir dans votre studio pour donner nos avis, nos avis sur les questions d'actualité. Merci infiniment. En face de vous, c'est Stéphane Achinou Rosso, c'est bien ça? Stéphane Achinou Rosso, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères et bonjour aux téléspectateurs. Merci de vous rendre disponible pour nous ce dimanche matin. C'est un plaisir d'être avec vous en plateau. Merci. Nous poursuivons cette présentation d'Ine Arepa. Il est aussi là avec nous, Dine Arepa, qui est du journal Le Révélateur du jour. Dine Arepa, bonjour à vous. Bonjour cher Mathieu, bonjour à nos amis téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un réel plaisir de revenir ici dans ce studio François-Xavier Noumon pour cette émission. Merci en tout cas de vous rendre disponible pour nous ce dimanche. Mesdames et messieurs, ainsi présentés, nous allons donc devoir aborder les différentes questions sur les différents sujets retenus pour le compte de ce plateau, l'hebdo des éditos de ce dimanche sur ETélé. Installez-vous confortablement. À partir du 1er juillet 2025, les commerçants des marchés urbains modernes de Cotonou commenceront par payer une redevance journalière. L'annonce a été faite le 15 juin dernier. Nous allons en parler rapidement entre nous ici. Je vais démarrer par Stéphane Achinou Rosso. Cette information, vous l'avez reçue, les marchés modernes construits de la ville de Cotonou. Les usagers de ces marchés devront désormais commencer par payer une redevance 600 francs pour tout le monde, mais pour les bouchers et les poissonneries, c'est 700 francs. Oui, c'est une nouvelle à laquelle on s'y attendait plus ou moins parce que le gouvernement n'allait pas mettre ces marchés avec ce luxe presque insolent à la disposition des bonnes dames et les laisser y vivre sans participer à l'entretien des locaux. Donc, le gouvernement, à travers l'ANAGEM, a donc pris ces dispositions pour amener les pensionnaires de ces marchés à pouvoir participer à l'entretien. 600 francs pour le luxe qui est le confort, qui est a priori, on peut se dire que c'est raisonnable. C'est raisonnable. 600 francs par jour, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais la grosse interrogation, c'est de savoir si ceux qui sont admis dans ces marchés-là ont la capacité ou la marge financière nécessaire pour répondre à cette sollicitation. Est-ce que ce qu'ils vendent par jour peut les amener à répondre à cette demande du gouvernement? Est-ce que en amont de cette décision, une démarche a été menée, une enquête, une investigation a été menée pour étudier plus, je veux dire, la rentabilité de ce qui se passe dans ce marché avant de passer à la fixation de ce prix-là. Je pense que moi, je n'ai rien contre, mais il faut un certain nombre de préalables parce que ça peut être une pression, je veux dire, fiscale supplémentaire qu'on peut exercer sur ces dames qui sont dans ces marchés-là, alors que en réalité, elles ne sont pas en mesure d'y faire face. Est-ce que, in fine, le gouvernement va décider de les renvoyer, de les vider du marché parce qu'elles ne seraient pas en mesure de répondre à ce que le gouvernement dit, ou le gouvernement va passer à la concession,
à des échanges, à des conciliabules avec les marchands pour trouver une solution raisonnable. Donc, c'est un ensemble de questionnements auxquels on pourrait trouver de solutions. Voilà, un ensemble de questionnements, hein, Moubarak, vous avez suivi. Stéphane, qui juge les 600 francs hein, de raisonnable, mais pour les vendeurs de poissons et les bouchers, une majoration de 100 francs CFA est prévue, hein, portant la redevance quotidienne à 700 francs CFA. J'ai très bien suivi le développement de mon cher ami confrère Stéphane. Oui. Je crois que je vais également abonder dans le même sens que lui. Je parie a priori que le gouvernement, à travers l'ANAGEM, dans un premier temps, avant de fixer ses prix, a pris la peine quand même d'interviewer, de faire des petites enquêtes à travers ces marchés à Cotonou et de savoir au moins est-ce qu'en fixant ce prix, ces bonnes dames-là peuvent respecter leur engagement vis-à-vis de l'ANAGEM, vis-à-vis de l'État. C'est vrai, l'État a construit de très beaux marchés. Lorsque vous venez à Cotonou, vous qui avez quitté Cotonou il y a 5 ans ou il y a 10 ans, lorsque vous revenez aujourd'hui, ces marchés aujourd'hui vont tout de suite vous frapper à l'œil. C'est beau, mais aujourd'hui l'État également veut rentabiliser. Il faut que ces dames également contribuent à l'effort de la nation. C'est vrai, nous ne refusons pas. Mais 600 francs. Vous savez, les dames qui vendent dans ces marchés, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs. Nous les côtoyons chaque jour. Nous avons posé la question de savoir, mesdames, maman, tata, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir payer 600 francs? Le gouvernement, plafonnant 600 francs, a ajouté des commodités. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, ceux qui n'avaient pas par le passé dans leur marché conventionnel, les marchés classiques que nous avons connus. Mais aujourd'hui, lorsque on prend ce bénéfice, c'est-à-dire cet ajout qui est venu, est-ce que ça change quelque chose dans ce que les dames-là gagnent comme recette aujourd'hui? L'eau qu'ils boivent ou bien l'électricité qu'ils utilisent, je ne suis pas sûr que cela apporte quelque chose dans leur assiette aujourd'hui, dans leur panier aujourd'hui. Mais c'est le chiffre d'affaires qu'ils font, c'est sur cette base qu'il faut forcément plafonner pour fixer un prix. Je crois que les commodités qu'ils ont apportées pour fixer le prix, parce que je suis sûr que c'est à cause des commodités que l'État ou bien l'ANAGEM a fixé le prix à 600 francs ou 700 francs pour d'autres. Sinon, avant ces bords nous savons combien elles payaient dans ces vieux marchés-là. Elles payaient à peine 100 francs ou 150. Oui. Si aujourd'hui on passe de 100 francs à 600 francs, c'est plus de 600%. Donc c'est pour vous dire quoi? J'estime, mais j'espère vraiment que l'ANAGEM a fait d'abord un sondage de terrain, comme l'a dit Stéphane, et a compris que vraiment, si nous mettons ça à 600 francs, ça va aider les bonnes dames que les bonnes dames peuvent payer. Je crois que je vais m'en arrêter là. Au deuxième tour, je vais peut-être... Vous allez essayer d'approfondir, en tout cas, vos analyses. Pas de souci, Dine Aekpa. Nous allons venir à vous pour cette information. À vous, quand vous avez appris cette information, tout de suite, cette annonce, cette fixation, justement, de redevance pour les marchands de ces marchés modernes de Cotonou, quelle impression, tout de suite, là, c'est quoi qui vous a venu à l'esprit? J'avoue, franchement, que quand la nouvelle a commencé par inonder les réseaux sociaux, puis les médias conventionnels, dans ma posture de citoyen lambda, j'étais même surpris d'apprendre que ces bonnes dames, depuis quasiment 1 an, ne payaient rien. Dans ces marchés dont le confrère ces marchés que le confrère a qualifié tout à l'heure de luxueux, à la limite de l'insolence. Alors, effectivement, il est quand même de bon ton que les usagers de ces marchés, notamment les commerçants et commerçantes, puissent quand même participer un tant soit peu à l'entretien de ces marchés-là. Tout le problème, c'est comment on fixe ce montant-là, à quel niveau, quelle est la limite qu'il faut atteindre ou ne pas atteindre, justement pour que cela ne devienne pas encore un fardeau pour les uns et les autres. Et nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Peut-être que les autorités de l'ANAGEM reviendront vers les médias pour expliquer peut-être le modus operandi, quel a été le processus pour que lors de cette fête du premier anniversaire donc du marché de Kadiaoun, l'annonce là soit faite et que désormais nous sachions que les commerçants et commerçantes ordinaires paieront donc 600 au niveau de ces marchés de Cotonou et que les bouchers et poissonniers, je dirais, paieront 700.
Et on annonce aussi qu'au niveau des marchés régionaux, il y aura, je pense, 1200 à payer. Donc, tout ça, nous, le moindre mal, entre griffes, qu'on pourrait souhaiter, c'est que il y ait eu donc, des concertations, tout au moins au niveau des responsables, hein, les représentants de ces commerçants de marché-là, pour que justement, on n'assiste pas dans les jours et semaines à venir à des cris d'alarme, enfin pas alarme, à des cris de désespoir, à des plaintes et complaintes, hein, de la part de ces dames et de ces hommes-là qui ont pris quartier dans ces marchés-là, et de sorte que on n'assiste pas peut-être même à un, comment on appelle ça, à un rétropédalage de la part de l'ANAGEM. C'est souhaitable qu'on n'en vienne pas là. Quoi qu'il en soit, il faudrait réellement tenir compte de ce que ces gens-là gagnent dans les marchés et essayer de ne pas compliquer davantage la tâche à ceux et celles-là qui permettent, parce que c'est bon d'installer les marchés, de construire, de mettre en place des infrastructures marchandes, mais s'il n'y a pas de personnes de personnes qui exercent dans ces marchés-là, je pense que ça ce serait un peu comme un exercice inutile. Donc, nous allons voir, on va voir dans les jours à venir, les semaines à venir, et on pourra peut-être revenir sur le sujet si tant est que ça suscite les remous que nous redoutons. Hein, nous redoutons cela parce que, bon, c'est vrai que les commerçants en général, quand on dit à Sakperea, ils disent Mikpe alors. Ils ne disent jamais Misakege. Ils ne disent jamais cela. Alors, donc, si la NAGEM a quand même pu se convaincre de ce que, en moyenne, ceux-là gagnent, et est sûr que ce n'est pas en tenant compte des coûts de l'électricité, des coûts de l'eau, comme l'évoquait Moubarak oui, tout à l'heure. Si c'est pas en tenant compte plutôt de ça, mais en tenant compte réellement de ce que ceux-là et celles et ceux-là gagnent dans ces marchés, que le montant ou bien les montants ont été fixés, je pense que tout va bien se passer et nous applaudirons, tout simplement. Tout va se passer bien, hein, Stéphane, vous l'avez suivi, disait-il tout à l'heure. Selon vous, hein, c'est suivant, quels sont les critères qui ont été pris en compte pour la fixation de cette redevance qui sera donc payée de façon journalière? Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, chaque jour. Je pense que les critères, en principe, c'est d'abord évaluer la capacité de ceux qui vendent dans ces marchés à pouvoir répondre à ces taxes qu'on leur impose. Ça devrait être le premier critère fondamental. D'accord. Et ça, je pense que l'ANAGEM doit avoir un dispositif d'évaluation du taux de visite de ces marchés de façon journalière. Et donc, ensuite, pour en arriver là également, je pense que l'ANAGEM devrait en amont discuter, échanger avec les acteurs de ces marchés. Deuxième critère également, je pense que c'est le luxe. Le luxe. C'est le luxe, fondamentalement. Parce que le luxe a un coût. Quand on construisait ces marchés-là, les gens applaudissaient, sans savoir que derrière ça, il y avait un certain nombre de contraintes financières qui s'y cachaient. Maintenant, je vais faire une petite réflexion. Allez-y. Qui est celle-ci? Si on veut faire de ces marchés des marchés VIP, c'est-à-dire que le coût des produits dans ces marchés ne seront pas des coûts qu'on pourrait retrouver dans des marchés ordinaires. Si on faisait ça, on peut dire que on sélectionne alors ceux qui vont fréquenter ces marchés-là. Et donc, on peut essayer d'évaluer la rentabilité parce que est-ce que la masse, si la masse n'est pas en mesure d'accéder à ces marchés, qu'on privilégie seulement ceux qui ont un certain pouvoir d'achat, ça peut pénaliser également. Donc, si on ne fait pas attention, parce que quand on regarde déjà de loin le luxe qu'il y a par une approche sociologique, on peut se dire, ah, il y a rien de oui. Quand on voit ça de loin, on voit le luxe déjà là, on peut se dire que
tout ce qu'il y a là, ça coûte cher. Et ça, je pense qu'on devrait également faire une communication dans ce sens. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir prendre en compte pour ne pas défavoriser ceux qui ont fait le choix d'accéder à ces marchés. Parce que jusque-là, il y a des bonnes dames qui veulent y accéder, mais qui sont réticentes, qui ne veulent pas, parce qu'ils se disent que bon, voilà, et ça a déjà commencé. Et donc, j'espère que ce qu'il y a là, c'est juste une phase d'essai que l'ANAGEM a lancé pour voir le répondant que cela aura avant de pouvoir passer à une généralisation. Peut-être qu'on va laisser l'ANAGEM poursuivre la dynamique et au seuil de 3 mois, on verra bien l'évaluation qu'on pourra en faire avant de passer à la génération telle que c'est là. Je pense que d'ici là, si on maintenait les 600 francs, avec les plaintes qu'il y a déjà autour, les gens risquent de quitter les marchés. Et on n'a pas construit les marchés pour que ce soit les rats, les souris, les cafards qui y habitent. Il faut que des gens animent cela. Ensuite, la deuxième réflexion, c'est j'avais pour habitude de dire que le gouvernement n'a pas tort de penser à la construction de ces marchés. Parce qu'il faut quand même passer à la modernisation des marchés tels qu'on les avait. Ça n'honorait pas notre pays, surtout dans Cotonou qui est la capitale économique, une certaine vitrine de notre pays. Ça n'honorait pas. Maintenant, ensuite, il faut pouvoir tenir compte de la dynamique sociologique de chaque communauté pour pouvoir installer les marchés. Parce que dans les marchés, ce sont des vies qui s'animent. Parfois, les gens n'y vont pas dans ces marchés parce qu'ils s'en vont vendre. Il y a des gens qui y vont parce que, par habitude, ils y sont déjà habitués, je veux dire. Permettez-moi cette répétition-là. Ils sont déjà habitués. Moi, je connais une dame, une vieille dame, qui dit, si je ne vais pas au marché, je ne suis pas bien. Parce que depuis un certain temps, elle est habituée à aller au marché. Donc, le marché devient une partie intégrante de la vie des hommes. À partir de ce moment-là, il faut pouvoir en tenir compte lorsque on veut procéder à des réaménagements pour ne pas biaiser le fond du vivre ensemble. Voilà. Le fond du vivre ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir, quand vous allez dans certains marchés, tous les espaces ne sont pas encore occupés. Ceux qui ne viennent pas, pourquoi ils n'y vont pas? Ceux qui sont là, pourquoi ils sont là? Ça dit que c'est des questionnements auxquels on doit pouvoir trouver des réponses. Somme toute, je veux dire que le gouvernement n'a pas tort de faire ce qu'il a tort de faire, mais il faut pouvoir une sagesse derrière pour maintenir les gens dans ces marchés, pour animer ces marchés pour le bonheur de nos communautés. De nos communautés, voilà. Alors, Moubarak, vous avez suivi, hein, il faut tenir, bon, en tout cas, c'est une analyse juste sur le fait, la qualité de ceux-là qui vendent dans ces marchés, le luxe, justement, quand on voit le marché de long et tout. Pour vous, est-ce que ces facteurs suffisent largement pour fixer ce montant à payer par jour par ces marchands? Si vous suivez nos analyses depuis que nous avons commencé l'émission, ça tournait autour du sondage premier que l'ANAGEM aurait eu à faire avant de fixer ses prix. Vous savez, ces nouveaux marchés-là, ce n'est pas que ce sont des nouveaux trucs qu'on vend. On ne vend pas des nouveaux trucs dedans. Non. Ce sont les mêmes choses que nos beaux dames vendaient avant dans leurs anciens marchés conventionnels, là, qui sont en train de revendre encore dans ces nouveaux marchés. Peu importe le luxe qui soit là-bas. Ça fait un. Secondo, avant, dans les anciens marchés, si vous vous rappelez bien, ou bien si quelqu'un parmi vous voyait la curiosité de quand même poser la question à cette dame, lorsque vous allez au marché, il dit souvent, ticket là, il vient. Elle ne commence pas à fuir. Pour ne pas payer. Ils les appellent souvent les battantis. Merci. Alors qu'il payait combien? Il payait à peine 100 francs. 100 francs. Donc, si c'est les mêmes personnes, parce qu'on les a déplacés aujourd'hui, on les a mis quelque part dans le luxe, on commence par ajouter, pas seulement 100 francs, mais 200, mais je vous ai dit, 600%, c'est beaucoup. C'est ce que j'estime. Mais, comme je le dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas quelles sont les analyses, quels sont les paramètres sur lesquels l'ANAGEM s'est appesanti pour fixer ses prix à 600 francs. Mais ces marchés sont faits pour être viables. L'ANAGEM ne doit pas l'oublier. Vous vous rappelez, ce n'est pas la première fois que l'État prend l'initiative de construire des marchés à travers le pays. L'ancien régime l'a fait. Mais aujourd'hui, ces marchés dorment toujours avec les cafards, les souris et les reptiles.
Pourquoi? Parce que ces bonnes dames ne vendaient pas. Pas parce qu'on leur avait imposé une taxe qui était exorbitante, mais parce qu'elles ne vendaient tout simplement pas. Elles étaient obligées de quitter ces marchés-là, de reconquérir encore les anciens marchés où elles ont quitté. Est-ce que c'est ce que nous voulons encore? Le porte-parole du gouvernement avait ventilé pour dire non, ces marchés, elles seront viables. Parce que nous avons tout fait pour qu'elles soient viables. C'est ce que nous souhaitons. Mais est-ce que les conditions qui sont en train d'être mises en place vont permettre à ces marchés de vivre? Point d'interrogation. Le second volet, c'est quoi? Je vais revenir forcément là-dessus parce que lorsque l'information a commencé par circuler sur les réseaux sociaux, à chaque fois, c'est toujours accompagné de commodités, c'est-à-dire des commodités, c'est-à-dire, et ça prend en compte l'eau et l'électricité. Et je dis toujours que l'eau et l'électricité ne viennent pas gonfler le chiffre d'affaires de la dame. C'est ce qu'elle vend. Donc vous devez vous appesantir sur ce qu'elle vend pour fixer le prix. Pas sur... C'est l'État qui gagne ça, ce n'est pas le privé. Donc ça doit avoir un caractère social. C'est vrai que l'État a investi des milliards pour nous doter de ces joyaux, mais n'oubliez pas que c'est l'État qui est en train d'offrir à ces dames-là. Donc c'est vrai, elle doit contribuer, mais 600 francs, je ne suis pas pessimiste. J'espère vraiment que ces dames-là pourront le faire, mais comme l'a dit Stéphane, je crois que je vais m'en arrêter là. C'est certainement un ballon d'essai. Certainement, si au bout de 3 mois, les dames ont commencé par s'essouffler, elles vont certainement se manifester auprès de leurs responsables de marché qui vont certainement remonter l'information. Oui, pourquoi pas? C'est plein à nous, les journalistes. Naturellement. Et nous allons remonter l'information comme on le fait d'habitude pour porter leur voix. Vous n'arrêtez pas, vous avez suivi 600 francs par jour, hein, c'est ce que ces dames auront à payer chaque fois, toutes les fois. Il est vrai que les marchés régionaux ne sont pas encore concernés parce qu'il y a des critères qui seront énumérés très bientôt. Et si nous reconnaissons bien évidemment, hein, parce que lorsqu'il s'agissait de la délocalisation qui était un point A pour un point B, les lamentations de ces bonnes dames. Aujourd'hui, ceci vient. Pensez-vous que cela pourra alléger la tâche justement à ces bonnes dames aujourd'hui qui occupent ces marchés? Si nous reconnaissons bien évidemment qu'au milieu de ces marchés, sinon dans ces marchés, il y a encore des places non occupées. La crainte est effectivement là. Est-ce que elles seront les bonnes dames, pas peu, parce qu'il n'y a pas que les femmes dans ces marchés, est-ce que ces bonnes dames, est-ce que ces bons monsieur, je le dirais comme ça, seront en mesure donc de faire face à ce montant-là? Est-ce qu'il ne faudra pas revoir ça à la baisse, à la longue? Wait and see, parce que nous sommes des observateurs, nous sommes des porte-voix, nous sommes des analystes. Et à l'étape actuelle des choses, nos analyses, c'est que ça craint, mais bon, on verra. Si, peut-être que, comme le disait le collègue Stéphane, il faudrait que l'ANAGEM, ayant fixé désormais donc des tarifs d'occupation de ces espaces-là, il faudrait que l'ANAGEM aussi puisse peut-être communiquer et convaincre les citoyens d'aller davantage vers ces marchés-là, de ne pas craindre que les prix sont exorbitants, les prix des produits qui sont vendus, et que l'ANAGEM donc veuille aussi bien aider ces occupants de ces marchés-là à pouvoir renflouer leur tirelire, leur caisse, et être donc en mesure de faire face. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, si je suis en ville et que, par exemple, j'ai envie de manger, d'accord, et que je sais que dans un coin, j'ai une dame qui me fait manger pas cher, parce que je veux pas aller dans un fast-food pour peut-être payer cher et consommer de la malbouffe. Mais quand je vois le marché de Kadianou, je vois des restaurants qui sont là, et je vois le luxe du marché, je me dis aussi, si je vais là-bas, ça va être cher. D'accord? Oui. Donc, je vais être réticent à y aller. Et quand je dis je ne parle pas de moi, je parle du citoyen lambda, de la majorité des citoyens. Donc, peut-être qu'il faudra communiquer sérieusement sur la chose pour faire comprendre aux gens quand même que c'est pas des prix exorbitants qui se pratiquent dans ces marchés-là. Pour que si les marchés sont mieux fréquentés, les occupants de ces marchés soient en mesure de faire face à ces montants qui, bon, quand vous faites le calcul, s'ils y vont même tous les jours de la semaine, ça fait moins de 20 000. Ça fait moins de 20 000 le mois. En tout cas, pour ceux qui seront à 600.
Même ceux qui sont à 700, ça fait 21 000. S'ils y vont tous les jours de la semaine, enfin du mois. Donc, bon, si ça vend bien, pourquoi pas? Il ne faut pas oublier l'aspect, il y a l'aspect l'eau, l'électricité, puisque ils n'avaient pas accès, parce qu'avant de s'abreuver, il fallait se procurer peut-être de Pure Water, 25 francs, 50 francs et tout, mais tel n'est pas le cas. Désormais, Stéphane Ahinoroso, il y a ces avantages aujourd'hui là qui s'ajoutent justement aux occupants de ces marchés. Oui, il y a, comme Moubarak le dit si bien, cela n'a pas d'incidence directe sur la recette journalière. Mais ça vient rassurer la sécurité, oui, ça la sécurité alimentaire. C'est l'État qui, dans sa souveraineté politique, d'accord, a décidé d'offrir aux communautés ces joyaux. C'est une option du gouvernement, c'est une option sociale que nous saluons d'ailleurs. Maintenant, si cela va agir sur la rentabilité de ce qui se fait dans ces marchés, je pense que il y a un problème qu'il faut pouvoir régler. Dans tous les cas, moi je trouve que aujourd'hui, il est plus impérieux pour l'ANAGEM d'échanger. Faut pas rester dans une posture de bon, on impose. Non, c'est un partenariat aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir échanger et discuter. Si je décide d'offrir une certaine commodité à un locataire qui n'en est pas demandeur et que je lui dis, après lui avoir donné ces commodités-là, je vais augmenter. Si je n'échange pas avec lui, si je le fais qu'il n'est pas en mesure de répondre favorablement au loyer que je vais lui fixer, il va quitter ma maison. Parce qu'il n'en est pas demandeur. D'ailleurs, donc, je trouve que le tout, c'est dans la négociation, dans les échanges, et de pouvoir faire comprendre l'enjeu. Et je continue pas à dire que c'est surtout pour ça qu'il y a des gens qui veulent accéder à ces marchés-là et qui sont encore réticents. Donc, il faut pouvoir communiquer autour. Il faut pouvoir communiquer autour. C'est la solution par rapport à ce risque qu'il y a aujourd'hui. Il faut communiquer, rassurer les gens, leur montrer l'important et surtout travailler à la fréquentabilité, n'est-ce pas, donc, de ces marchés-là. C'est important parce que si, je suppose que ces bonnes dames-là ou ces bons monsieur, comme il le dit si bien, s'ils décident de rester dans ces marchés, ils décident de payer les 600 francs par jour et que au bout de 6 mois, 7 mois, le gars ou bien la dame n'a pas le retour, on ne fait pas le commerce pour subir des faillites. Il faut pouvoir rentabiliser. Donc, si au bout de 6 mois, il se rend compte que ce qu'il débousse n'est pas à la hauteur de ce qu'il gagne, il va quitter. Maintenant, la grosse interrogation, est-ce que l'État a investi aussi tant pour que ces zones-là ces marchés-là ne soient pas viables? Donc, il faut pouvoir faire des concessions. C'est important. Il faut pouvoir faire des concessions. On n'est pas contre la démarche gouvernementale, mais on dit il faut être regardant par rapport aux réalités, au vécu de ceux qui ont décidé de résider dans ces marchés-là. Voilà. L'approche n'est pas à rejeter. Hein. C'est bien, en tout cas, de fixer un montant pour les occupants de ce marché parce qu'au-delà de tout, il faut penser à l'entretien de ce marché, la propreté, afin que le cadre soit aussi adéquat pour y habiter et tout. Aujourd'hui, on voit, en tout cas, tout ce qui se passe et tout. Est-ce que vous pensez, Moubarak, que oui, cette formule pourra toujours durer dans le temps? Bon, pour le peu que je connais, pour avoir fréquenté, vous savez, je suis né dans un marché, j'ai grandi dans un marché, parce que ma mère, elle est ménagère, elle a vendu dans un marché. Pour avoir vécu toutes ces années dans des marchés, je ne suis pas sûr que 600 francs, cette dame a pu se faire actuellement. Je ne suis pas encore convaincu. Mais comme je le dis avec beaucoup de réserve, je ne sais pas si aujourd'hui, la situation a peut-être changé. Mais je l'ai dit encore, lorsque j'ai pris la parole la première fois, ça dit quoi? Ils ont quitté les anciens marchés il y a à peine 1 an. Est-ce qu'en 1 an, la situation économique du Bénin a globalement changé, ce qui pousse l'État à passer de 100 francs à 600 francs? Point d'interrogation. La deuxième grande question, c'est quoi? C'est toujours pour renchérir ce que mon confrère a dit.
l'État ne doit pas regarder le montant qu'il a investi. Si l'ANAGEM doit prendre en compte le montant que l'État a investi pour construire ces marchés, je suis sûr qu'ils n'allaient pas le fixer à 600. Ils allaient peut-être le fixer à 1000 francs, même 1200 par jour. Parce que comme vous voyez ça, c'est du gros standing. Un marché, au Bénin, il y avait un marché où il y a 2 étages au marché, ou 3 étages au marché, au Bénin ici. À part peut-être à Tokpa où on avait créé des trucs un peu vétus là. Mais aujourd'hui, ces marchés sont d'un stand un peu grand. Donc, si l'État doit regarder tout ce qu'il a mis pour construire ces marchés et qu'il pense vraiment rentabiliser jusqu'à ce niveau, je ne suis pas sûr que 600 francs est trop. Donc, l'État doit comprendre que pour lui, c'est un accompagnement social pour la communauté, c'est-à-dire pour les villes où ces marchés ont été construits. C'est-à-dire, sinon, Monsieur Mathieu, je vous jure que je ne suis pas sûr que cette dame-là puisse payer ces 600 francs pour 700 francs par jour. Ce sera difficile pour eux. Parce que comme je l'ai dit, le gouvernement accompagne ce montant de l'eau et l'électricité. L'eau et l'électricité n'apportent pas ou bien ne gonflent pas le chiffre d'affaires que ces dames font par jour. Ça va quand même faciliter un peu, en tout cas, ça facilite un peu la vie à ceux ou celles qui restent dans ce marché, qui peut-être étaient exposés à des pertes de téléphone portable, voulant peut-être mettre ça en charge ailleurs et tout. Bon, et c'est vrai, c'est un argument que peut-être les membres de la NAGEM peuvent donner pour convaincre, mais pour moi, je crois que combien parmi elles vont souvent échanger leur téléphone au marché? Le téléphone Android aujourd'hui, Moubarak. Je ne refuse pas. Combien parmi elles chargent leur téléphone au marché aujourd'hui? Même si elles vont le charger, généralement, elles ont souvent un monsieur qui charge pour tout le monde et il prend 100 francs. 100 francs. Mais si on a juste ces 100 francs-là, aux anciens 100 francs, ça fait 200 francs. J'estime qu'ils prennent de l'eau par jour, 100 francs. Ça fait 300 francs. Par rapport à 600 francs, aux 600 francs qui sont en train de vouloir imposer à cette dame. Et c'est jour par jour, 7 jours sur 7 jours, 18 000 par mois. Ce n'est pas exorbitant lorsqu'on fait le calcul comme ça. Mais pour une dame qui vend du crin-crin, dans ce marché par exemple, vous lui dites de payer 600 francs par jour. Le crin-crin va vendre ça à combien? Elle va enlever son transport. Elle va enlever, comment on l'appelle, tout ce qui est accompagné jusqu'à ce qu'elle vienne déposer sur son étalage. Elle finit de vendre son crin-crin peut-être à 1200, même 1300 à la fin de la journée. Vous d'enlever 600 francs dedans pour vous payer. Le cube qu'on vendait avant dans les anciens marchés à 25 francs, ce cube est toujours à 25 francs dans ces marchés. L'eau qu'on vendait ou bien le sel qu'on vendait à 25 francs, c'est toujours à 25 francs. Le paquet de sucre qu'on vendait à 600, c'est toujours à 600 dans ces marchés. Rien n'a changé. Mais pourquoi passer de 100 francs à 600 francs? C'est là la grande question. Pour vous, c'est exorbitant. Oui, Stéphane. Aujourd'hui, c'est Cotonou qui est ainsi fait parce que pour les autres marchés, la NAGEM dit que les montants seront précisés les jours suivants en fonction des conditions que l'agence prendra certainement le temps d'étudier. Si on pouvait vous demander de vous mettre un peu dans la peau de ceux-là, les usagers de ces autres marchés dont les montants n'ont pas encore été cités, quelle serait l'impression qu'elles seraient en train d'avoir ces bonnes dames au niveau de ces marchés? Bon, les montants ne sont pas encore fixés. Oui, déjà, à entendre 600 francs, c'est une psychose qui se crée déjà. On reconnaît justement, parce que quand on quitte un marché, pour ce n'est pas évident que là où on avait quitté soit toujours accessible. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier cet aspect non plus. Oui, absolument. En fait, bon, je me dis que quand on prend pas par exemple Cotonou et on prend peut-être un marché comme Glazoué, ça ne va pas être la même chose. Non. Parce que il y a des réalités sociologiques dont il faut certainement tenir compte. Mais dans tous les cas, ce que nous disons ici, il ne faut pas exercer une pression fiscale sur ces dames ou ces messieurs qui vendent dans ces marchés-là. Parce que si on le fait, le risque, les gens vont déserter. Ils vont quitter. Et on aura je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je ne suis pas un mauvais diseur, mais je me dis que si on le fait comme ça, les gens vont déserter. Ou ils peuvent se dire, puisque nous avons des tasses que nous payons ici, on va essayer d'augmenter un peu le prix. Mais en le faisant, ils vont perdre aussi de la clientèle. Parce que si moi, je vais au marché, n'oubliez pas que le consommateur, il veut acheter, mais à moindre coût, il veut la qualité à moindre coût. Si je sais que pour une dame qui sort son panier à côté
et qui me vend le quelqu'un 50 francs, ça remplit mon petit sachet là. Je ne vais pas aller dans un marché aussi luxueux, soit-il pour prendre un quelqu'un demi-sachet. Pour remplir le sachet avec 200 francs. Non, je ne le ferai pas. Et donc, ça, c'est des réalités. Donc, il faut pouvoir et comprendre aussi le profil psychologique du consommateur pour ne pas défavoriser ceux qui vendent dans ces marchés-là. Et donc, je dis que dans tous les cas, c'est la pression qu'il ne faut pas exercer. On est d'accord que le gouvernement a investi. Moubarak l'a dit. À l'heure actuelle, là, le gouvernement est obligé de faire du social. On ne peut pas, le gouvernement ne peut pas compter sur ce qu'il a investi. Il ne peut pas rentabiliser. Ce n'est pas évident. Si le gouvernement cherche à rentabiliser, les gens vont déserter. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le risque que nous sommes en train de craindre. De craindre rapidement. N'arrête pas, on va rapidement, oui, vous rapidement, sur ce sujet, avant de passer au second sujet, sur ce thème, 600 francs. Concernant les marchés régionaux et les marchés des autres villes. Oui, forcément, quand on prend le cas de Cotonou, on se dit que c'est à Cotonou que les montants seront plus élevés par rapport aux autres marchés, et peut-être même que la NAGEM se donne du temps par rapport aux autres marchés pour pouvoir jauger comment la mesure va être acceptée, va s'implémenter ici à Cotonou, avant de voir comment projeter ça vers les autres villes. Donc, la question de tout à l'heure à mon confrère qui était de se mettre dans la peau, voilà, donc ça m'a fait sourire. Bon, elles vont profiter pour le moment du fait que c'est toujours gratuit. Et commencer, je ne veux pas déconner, mais elles vont commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors, au cas où, quand le montant qu'on va leur fixer serait aussi exorbitant à leur entendement, voilà, parti plus tôt que ceux de Cotonou le feront. Voilà, donc, nous, on ne souhaite rien de tout ça, bien sûr. Donc, que les décideurs, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne d'implémentation de cette mesure, de généralisation de cette mesure, tiennent donc davantage compte quand même de comment cela va être accueilli, de comment cela va se mettre en œuvre, et que au besoin, des réajustements soient faits pour que justement la réforme, cette mesure-là soit pérenne. Et que la viabilité de ces marchés soit une réalité, et que, à défaut de rentrer entièrement dans ce qui a été déboursé, parce que ce n'est pas possible, en tout cas pas à court ni moyen terme. Donc, à défaut que l'État rentre donc dans l'intégralité de ce qui a été déboursé, qu'au moins on puisse dire oui, il y a des marchés modernes qui ont été construits un peu partout dans le pays, et que ces marchés sont fréquentés, et ce ne serait que au bonheur de tout le monde, tout simplement. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, nous allons passer à présent au second sujet de ce plateau. Ce dimanche 22 juin 2025, le président de la République a fait au Conseil un point du séminaire. Vous savez bien que le séminaire qui a réuni donc tous les maires, les secrétaires exécutifs, les élus locaux, justement, ce séminaire avait permis justement de réfléchir, de revenir un peu sur les réformes dans le secteur de la décentralisation. À cette occasion, j'allais dire, assez de débats intéressants ont permis aujourd'hui de revenir un peu sur certains aspects de la chose. Vous avez suivi, comme tout autre Béninois, le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier, Moubarak. Cette information est arrivée de petits ajustements justement au niveau du secteur de la décentralisation pour rendre justement la réforme beaucoup plus vivante au niveau des mairies. Tout le monde a suivi cette actualité qui a fait le show des réseaux sociaux la semaine dernière. Donc, il était normal que dans la foulée, le gouvernement enchaîne tout de suite pour pérenniser vraiment les retombées de ce séminaire. Surtout que c'est le chef de l'État qui a été demandeur. Donc, c'est normal que dans la foulée, tout de suite, on puisse statuer pour pouvoir évoluer. Ceci étant dit, dans le fond, les demandes de ces maires à travers le pays étaient légitimes. Parce que nous avons vu les petits couacs que cette réforme a pu causer, a pu créer depuis qu'elle a été mise en œuvre.
il y a toujours tension entre le CE et son maire, entre le CE et le SE, pardon, le SE, le secrétaire exécutif et le maire et les maires, entre le secrétaire exécutif et le marché de régulation, les marchés de régulation et les autorités de régulation. Donc, tous ces petits problèmes-là, et à chaque fois, on ne fait qu'entendre que nous avons un SE qui a démissionné ou bien un SE qui a été révoqué. L'État est même allé jusqu'à lui-même personnellement prendre des initiatives pour révoquer des SE. Donc, c'est parce que il y avait des petits problèmes là. Parce que je ne me trompe pas, je crois que c'était en mars dernier que lors d'un conseil des ministres, il y avait 2 SE qui ont été révoqués jusqu'au conseil des ministres. Je crois que c'était le SE de Adjara et de une commune au nord là-bas. Donc, c'est pour dire que c'est parce que le chef de l'État, qui était ambitieux, qui croyait vraiment à cette réforme, a vu que, il y a qu'on ne peut pas avoir des problèmes, qu'il a voulu vite corriger avant vraiment de passer la main, comme il a dit, et devant ses maires, préfets et SE. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Parce qu'il a parlé le jour-là, il a dit, franc, il dit quoi? Parler sans langue de bois. Ce qui ne va pas, dites-le, nous allons corriger ensemble. Parce que nous travaillons, vous ne travaillez pas pour Patrice Talon, mais vous travaillez pour le Bénin. Nous travaillons pour le Bénin, nous tous. Peu importe le bois politique d'où vous venez, peu importe quel parti vous soutenez, vous devez travailler. Nous devons travailler ensemble pour que cette réforme continue pleinement. C'est beau jour au Bénin communaux. Donc, c'est vraiment heureux. Voilà, Stéphane, vous avez suivi le chef de l'État qui reste à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur du Bénin, revenu justement à échanger avec les maires, les secrétaires exécutifs, les élus locaux sur cette réforme, ce qui aboutit justement à des réajustements pour la vie justement de cette réforme dans l'ensemble de notre pays, sur l'ensemble du territoire, j'allais dire. Oui, cette réforme initiée depuis cette réforme-là a suscité beaucoup de polémiques. Et la charpente fondamentale de cette réforme, c'est la structuration où désormais on a le maire qui devient une institution purement politique et le SE qui devient une institution purement administrative. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mise en application, comment est-ce que ces deux-là peuvent travailler en synergie, conjuguer les efforts pour atteindre les objectifs de développement de la localité? Sachant que le maire qui a un mandat électif a des intérêts politiques que le SE, qui est un administratif, n'a pas. Et du coup, le maire ne comprend pas toujours les rouages de l'administration, des procédures administratives, de l'orthodoxie financière. Il ne comprend pas toujours. Lui, il a des visées politiques. Il veut atteindre des objectifs politiques. Quand il impose que le SE dit non, voilà ce qu'on va faire, le maire tout de suite se dit voilà quelqu'un qui s'oppose à mes orientations. Le maire qui est dans sa posture qui le dit n'a pas tort. Le SE qui le fait également n'a pas tort. Donc il fallait pour le moins comprendre, n'est-ce pas, donc la nécessité de cette réforme dans la jonction des efforts de ces deux autorités-là. Aujourd'hui, quand le chef de l'État les a appelés pour essayer de discuter, je trouve que il faut pouvoir trouver le juste milieu. Et la décision qui a été prise en conseil des ministres, est-ce que, moi je continue pas à me poser la question, c'est vrai, ça peut répondre, mais est-ce que ça répond véritablement à la question? C'est-à-dire le faire comme ça, on peut se dire que on implique le maire dans le processus de désignation des SE. Le maire a comme une satisfaction morale ou psychologique de se dire que, bon, le SE qui est là, c'est moi qui l'ai mis là. Mais au fond, est-ce qu'il connaît le SE? Parce que quand il tire au sort 3 SE et qu'on lui impose séance tenante de choisir un, celui qu'il choisit ne le connaissait pas. Donc, il va falloir, c'est-à-dire pour moi, le problème reste encore entier. C'est un début de solution. Ça dit que pour que cette réforme réussisse, il faut expliquer l'enjeu même. Il faut que les maires comprennent l'enjeu même. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde de loin, on a comme l'impression qu'on assiste à une forme de recentralisation.
Parce que on a comme l'impression que l'État a ses yeux, même ses pieds, dans les communes aujourd'hui. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non. Non. C'est pas mauvais en soi. Pourquoi? Parce que l'État injecte de l'argent. Et quand l'État injecte des ressources, il doit pouvoir savoir comment est-ce que ça se passe. Comment ça se passe? Comment cela fonctionne? Maintenant, quand il y a des administratifs qui sont là pour gérer, je pense que c'est décharger même le maire. Parce que quand tu manipules les ressources de l'État, dès que tu finis et que tu fais mal, il y a la CREA qui t'attend, il y a la qui t'attend. Donc, c'est une forme même de protection pour les maires. Donc, il faut pouvoir comprendre et ensuite expliquer aux populations que les maires d'aujourd'hui ne sont plus les maires d'avant. Parce que le maire qui se lève le matin, qui ne sait même pas encore débarbouiller, il voit à sa porte une cinquantaine de familles. Famille, oui. Et à ces familles-là, il faut pouvoir, ah, mais monsieur le maire, je n'ai pas mangé hier. Monsieur le maire, mon enfant a avalé un gui. Mais monsieur le maire, je suis marché sur des caissons de bouteilles. Il faut donner 5 000, 5 000, 5 000. Le maire, là, il tire l'argent là-haut. Mais le maire, excusez-moi, le maire, là, se sent obligé de le faire. Parce qu'il sait qu'à la fin, il ira leur demander encore leur voix. Le suffrage. Mais où est-ce qu'il trouve l'argent pour le faire? Donc, il faut pouvoir trouver le mécanisme nécessaire. Cette réforme-là, moi, je trouve que c'est une réforme salutaire, mais trouver la jonction nécessaire pour que ces deux autorités-là puissent travailler en synergie pour le développement de la localité. Dinarekpa, désormais, les maires auront attiré 3 noms. Parmi ceux-ci, séance tenante, choisis un autre qui sera le secrétaire exécutif, contrairement à la formule précédente. Oui. Oui, c'est une manière, effectivement, de les impliquer, un tant soit peu ces maires-là, dans la désignation. Mais fondamentalement, est-ce que le maire et le SE, secrétaire exécutif d'une municipalité, d'une mairie, ont besoin de se connaître? Est-ce que quand ils se connaissent, ça favorise une gestion efficiente? Est-ce que ça favorise véritablement une gestion efficiente, hein, d'accord, de la ville, des affaires de la ville? Ou est-ce que quand ils ne se connaissent pas, ça complique cette gestion efficiente-là? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à l'une et l'autre de ces deux questions. Mais après, je fais une réflexion qui est celle-ci. Est-ce que la meilleure formule ne serait pas, in fine, peut-être que qu'on autorise les maires à faire un processus de recrutement normal, d'accord, un processus de recrutement normal de ces secrétaires exécutifs-là, même si c'est peut-être l'État qui constitue une base de données de ceux qui remplissent, qui ont le profil. Oui. Et dans cette base de données, chaque maire, selon ses orientations politique, sa vision de développement de sa localité, va peut-être lancer un processus de recrutement, c'est-à-dire cibler dans l'échantillon, dans cette base de données, ceux qui remplissent le profil de SE et les recruter tout en sachant, parce que le conflit qu'il y a, ces conflits qu'il y a eu tout le temps depuis que la réforme est mise en œuvre, c'est que le SE se dit, ben, je suis indépendant, je suis autonome, je ne dois rien au maire. Le maire aussi se dit, il ne me doit rien parce qu'il est venu, il a été parachuté, il est venu. Mais le maire cherche chacun est jaloux de son pouvoir. Le maire cherche quand même à exercer un pouvoir sur le SE. Et le SE se dit, je réponds à l'État. Moi, je réponds, je n'ai pas de devoir. Vous n'avez pas de compte à rendre. Voilà, au maire, je dois rendre compte à l'État, je dois rendre compte peut-être au ministre de la décentralisation, au préfet déjà, et après au ministre de la décentralisation. Donc, c'est compliqué pour eux de collaborer. Alors qu'il s'agit de gérer les affaires de la ville, il s'agit de travailler pour le développement local. Peut-être que pour éviter, donc, parce que la manière dont ces deux personnalités, oui, le SE et le maire, la manière dont, pour le moment, ces deux personnalités démarrent leur collaboration, c'est peut-être à ce niveau qu'effectivement, il faut régler le problème. Et c'est un début de solution qui est trouvé. Mais je me demande si la véritable solution ne serait pas de laisser les maires faire le recrutement et de superviser ce recrutement, de s'assurer que c'est fait dans les normes, selon un manuel de procédure, de sorte que le SE, c'est pas qu'il va se sentir redevable envers le maire
Et donc, va lui laisser le maire lui imposer tout ce qu'il veut. Parce qu'après tout, il sait quand même que lui, il a des normes auxquelles son action doit répondre. Mais tout au moins, le maire s'assure quand même d'avoir quelqu'un avec qui il peut discuter en partant sur, je ne sais pas, je ne parlerai pas de même pied d'égalité, mais en partant sans a priori. Parce qu'il y a des a priori et c'est ça le problème. Voilà. Sinon, pourquoi on demande au maire de faire tirage au sort, de prendre 3 personnes et de décider d'une séance tenante? C'est parce qu'il y a des a priori. Moubarak, rapidement, nous sommes à la fin. Cette prise de parole fait également office de la conclusion. Oui, je crois que c'est dépasser le problème. Et c'est comme si c'est mettre une chaîne au cou du maire pour le tirer plus tard, pour lui dire c'est toi qui avais choisi. Parce que ça ne change rien. On dit vous tirez 3 personnes au sort et à la fin vous choisissez une personne, séance tenante, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est une pierre qui sont en train de tendre au maire pour les dire après, plus tard pour dire c'est toi qui as choisi la personne. Même si c'est vrai que il ne connaît pas la personne. Comme vous l'avez dit que c'est le dernier tour de table. Vous avez choisi aussi ce qui se passe maintenant, c'est les maires qui ont tiré au sort. Mais c'était généralement c'était dans une globalité. Aujourd'hui c'est 3 personnes. Donc tu as maintenant la chance de lire 3 profils avant de faire ton tirage. Ton tirage. Donc c'est ça qui vient un peu changer tout. Et comme c'est le dernier tour de table, je vais profiter pour conclure sur le premier sujet. Et je dirais tout simplement que l'ANAGEM est dans son droit de pouvoir rentabiliser les marchés que l'État a construits pour nous, mais elle ne doit pas regarder les investissements que l'État a mis en place pour pouvoir rentabiliser tout de suite. Ce caractère, c'est-à-dire ces marchés doivent être perçus comme un caractère social que le gouvernement essaie de prôner depuis son second mandat. Donc, qu'ils ne prennent pas ces prises de position que nous avons prises sur le plateau comme des affronts, comme des actes pessimistes, mais nous sommes réalistes par rapport à ce que nous connaissons sur le terrain. Merci à vous, Moubarak. Stéphane, à vous pour votre conclusion. Oui, pour conclure, hein, je dirais tout juste que le gouvernement doit communiquer. Dans le premier cas, communiquer avec ceux qui ont accès à ces marchés-là pour trouver le juste milieu afin de ne pas exercer une pression sur ces gens-là pour ne pas les défavoriser in fine. Pour le deuxième sujet, le gouvernement doit communiquer assez avec les maires. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre le pouvoir central et les communes, de manière à ce que les communes n'aient pas l'impression que le gouvernement est là, les maires n'aient pas l'impression que le gouvernement est là pour les déposséder de leur pouvoir réel. Merci beaucoup. Dinarek pas pour les collègues, les confrères ont assez épilogué sur les 2 sujets. Moi, je suis juste désolé qu'on n'ait pas pu aborder le 3e sujet concernant notre cher ami Jacques Ayadi et ses accusations vis-à-vis du BR de l'UPR. Mais bon, ce n'est que partie remise. Tout ça témoigne de ce que les élections s'approchent et que les enjeux sont de plus en plus enfin, ça titille. Et pourvu que l'enjeu ne prenne pas sur le jeu démocratique et que voilà. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau de l'hebdo des éditos sur votre chaîne préférée ETélé ce dimanche 22 juin 2025. Rappelons tout simplement que nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Benin, notre compte X ETélé en live et notre application iOS et Android ETélé, tout simplement ETélé avec vous. Pour vous, la prochaine étape, c'est le duel. Restez toujours câblés.